Merci à la FTC de m'inviter. Merci à Catherine Kiefer aussi. Donc je vous parle un peu d'IRM anatomique, morphologique et du tenseur de diffusion. En commençant par dire qu'il y a un besoin absolu d'outils fiables de mesure des lésions cérébrales en phase aiguë et subaiguë pour analyser ce qu'ont les patients et établir un pronostic. Qu'on assiste à un changement de paradigme, enfin en tous les cas je le pense, puisqu'on passe de l'IRM morphologique, c'est-à-dire essentiellement le T2, le flair, le T2 étoile pour ce qui nous concerne, à une IRM quantitative, c'est-à-dire un peu transformer l'appareil d'IRM en appareil de biologie et produire des biomarqueurs. Pour l'essentiel, vous verrez qu'on va s'intéresser à la substance blanche. On va essayer d'obtenir des marqueurs de substance blanche et non pas de substance grise, à l'exception des noyaux gris centraux, des deux thalamies pour l'essentiel, à partir de l'imagerie en tenseur de diffusion. Si on veut arriver à transformer l'IRM en un outil biologique, de nous fournir des biomarqueurs, il va falloir suivre certaines conditions. Pour la traumatologie, clairement, l'IRM en flair, l'IRM en T2 étoile ou en SWI, est beaucoup moins instructif que l'IRM en tenseur de diffusion. Vous avez ici un exemple de comparaison, alors ce n'est pas tout à fait les mêmes plans de coupe, sur un patient de cette semaine, flair, T2 étoile et lésion quantitative. On aura le temps de revoir ces images. Plus c'est bleu foncé, plus c'est abîmé en tenseur. Vous voyez qu'en aucun cas on peut inférer de ce flair ces lésions-là. Donc clairement, et je vous montrerai d'autres exemples, il y a une énorme discordance entre le flair et l'IRM morphologique. Quand un flair est normal, ça ne veut pas dire du tout que le patient a une substance blanche normale. Quand il est malade au flair, bon, ça veut dire que c'est malade. Alors les 5 conditions rapidement. D'abord, il faut cette séquence qu'on appelle le tenseur de diffusion. C'est une séquence qui est très rapide à obtenir, moins de 10 minutes. Son seul défaut, on va dire, inconvénient, c'est qu'il faut que le malade ne bouge pas du tout pour que les mesures soient fiables. S'il y a du mouvement, ça fausse complètement les mesures. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait pas de mouvement. Cette séquence, elle est du type anatomique, on va dire. Elle n'est pas du tout fonctionnelle. Elle ne s'intéresse pas du tout à ce qui est activité cérébrale. Elle s'intéresse au mouvement de l'eau dans le cerveau. Et elle va quantifier les mouvements de l'eau le long de l'axone et transversalement à l'axone. Je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais on va mesurer la L1, la diffusion axiale, le grand axe de l'axone. Normalement, l'eau dans un cerveau normal est très restreinte. Elle ne peut pas faire n'importe quoi. Elle est conduite par l'axone. Son mouvement est très restreint dans la direction de l'axone. On va mesurer la diffusion transversale à l'axone sur ces vecteurs lambda 2 et lambda 3, et ce qu'on va appeler la diffusion radiale LT, transversale diffusion. On va pour l'essentiel mesurer la FA. Il faut absolument maintenant être au fait de ces mesures. La FA, c'est grosso modo un ratio entre la L1, la diffusion axiale, et la diffusion transversale. Ça, c'est pour la mesure en phase aiguë, et on va mesurer en phase chronique la diffusion moyenne, qui est la somme des deux, approximée. L'intérêt de cette mesure en phase aiguë, c'est que quand vous avez une mort axonale, la L1 baisse, donc la FA baisse. Si vous avez une destruction myélique, la LT augmente, donc la FA baisse aussi. Donc la FA elle a l'énorme avantage de prendre en compte les deux mécanismes, la baisse de la L1 et l'augmentation de la LT, c'est-à-dire l'ischémie axonale qui va réduire la diffusion de l'eau le long du grand axe, et la destruction myélique qui va augmenter la diffusion de l'eau transversalement. L'autre intérêt, c'est que c'est un ratio. Et comme tout ratio, s'il y a une erreur de mesure sur le nominateur, elle sera équivalente sur le dénominateur. Donc ça réduit un peu les erreurs de mesure. L'AMD, c'est la somme des deux. Alors en phase aiguë, quand l'AMD est basse, c'est le fameux œdème cytotoxique, c'est la baisse d'ADC classique. Quand l'AMD est élevée, c'est la diffusion vasogénique. Mais au long terme, les patients voient leur L1 réaugmenter, c'est-à-dire qu'il y a une sorte, les axones les gaines myéliques sont déshabités, l'eau court librement dedans, donc la diffusion axiale augmente, et il y a une destruction myélique, donc la LT augmente. Donc c'est très intéressant sur l'analyse à long terme de plutôt s'intéresser à l'AMD, puisque la FA peut être pseudo-normale. Si la L1 augmente au prorata de la MT, ça devient pseudo-normal. Parce que si la L1 augmente au prorata de la LT, la MD augmente beaucoup. Donc vous allez pouvoir le mesurer. Il faut des atlas de matière blanche. Alors heureusement, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut sur le commerce. Donc FreeSurfer, ici, ces atlas de parcellisation du cerveau, à peu près 450 régions d'intérêt par cerveau. Et on se sert énormément de l'atlas du JHU, John Hopkins University Atlas, qui sont des grands faisceaux de l'information de fibres blanches. L'intérêt de cet atlas, c'est qu'il est extrêmement robuste.
Pourquoi il est robuste? Parce qu'il est à distance du liquide céphalorachidien et il est très centré sur l'intérieur, vraiment, il est dans la matière blanche profonde. Donc il évite d'avoir plein de problèmes d'artefacts liés à des volumes partiels. Et on mesure donc différentes régions d'intérêt qui vont finalement donner des résultats fort intéressants. La troisième chose, c'est qu'il faut normaliser les mesures. C'est comme tout appareil de biologie, mais c'est la biologie des années 60, c'est-à-dire avant la normalisation des appareils de biologie. Et malheureusement, les facteurs, ce qu'on va mesurer va dépendre de tas de paramètres, qui sont les constructeurs, déjà pour commencer, les champs magnétiques, 3T versus 1.5, le nombre de directions en tenseur. Actuellement, il faut travailler en 64 directions, au minimum 30 directions. L'antenne utilisée va changer les paramètres, donc il y a souvent des problèmes d'antenne, donc ça donne des fausses mesures. L'épaisseur de couple, la résolution spatiale, le temps d'écho a une influence considérable sur la fraction d'anisotropie. C'est de la faute de personne, c'est physique. La cage de Faraday elle-même rentre en ligne de compte. Pour toutes ces raisons, il n'y a pas d'autre solution que de normaliser la machine sur des cerveaux sains contrôle. Il y a des fantômes qui sont en train de se développer, mais le fantôme ne donnera jamais l'écart type de la machine, ou alors il faudra faire passer une dizaine de fantômes différents pour avoir un écart type. Donc ce qu'on fait, c'est que pour normaliser la machine, c'est comme on faisait tout à fait autrefois avec les appareils de biologie, on prenait 10 externes, on faisait une prise de sang et on avait la norme. Et bien là, on fait pareil, on prend 10 personnes, on les met dans la machine. Il faut qu'ils aient l'âge moyen à peu près des sujets sains, il ne faut pas qu'ils aient de pathologie cérébrale, évidemment, pas d'antécédents cérébraux. Et on donne à ce moment-là des mesures moyennées. Après ça, il faut un contrôle qualité, car c'est une mesure qui est extrêmement robuste physiquement. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est lié au mouvement de l'eau dans la matière blanche profonde. Donc, une fois que c'est bien mesuré, c'est une valeur qui a énormément de sens. Par contre, il y a pas mal de possibilités de se tromper sur les mesures. Alors, nous, on a mis en place un contrôle qualité automatisé. Ici, vous avez le problème du recalage. Donc, il est absolument fondamental que le cerveau soit bien recalé dans ces faisceaux de matière blanche. Donc, ça, c'est la FA normée. Ça, c'est la FA du patient. Et ça, c'est les faisceaux dans lesquels on va mesurer la FA. C'est des masques qu'on applique sur le patient. Quand il y a des déformations, il faut être certain que les déformations ont été bien calculées. Donc, on applique ces masques-là sur les pédoncules, ici, par exemple, la capsule externe. On va voir apparaître la capsule, le bras antérieur de la capsule interne, le bras postérieur de la capsule. Il y a d'autres mesures, comme ici le problème des coupes noires, qui sont d'ailleurs souvent liées au mouvement. Quand il y a trop de coupes noires, ça fausse la mesure. Il y a le problème de l'orientation des fils, le problème du résidu. Bon, il y a tout un tas de choses qui peuvent ne pas aller. Et il faut un contrôle qualité très stringent pour être sûr de sa mesure. Après, il faut connaître quand même quelques petits biais liés au patient lui-même, pas à la machine ni à la mesure, mais au malade. L'embolie graisseuse est un faux positif de la technique. Ça va faire baisser artificiellement l'AFA et donner des erreurs de pronostic. Les presses syndromes, évidemment, quand il y en a un, eh bien, ça ne peut pas fonctionner puisqu'il y a un œdème vasogénique massif qui va modifier la mesure. C'est tout à fait vrai également dans tout ce qui est inflammatoire. Donc, en aucun cas, cette technique ne peut marcher dans l'inflammation cérébrale. Dès qu'il y a une infection, un abcès, une encéphalite ou une ouverture massive de la barrière hémato-encéphalique, comme dans le presse, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Si vous avez un malade instable en termes de pression artérielle ou de natrémie dans les 48 heures qui précèdent l'IRM, ça ne peut pas fonctionner non plus. Il est évident qu'il ne faut pas faire d'IRM en tenseur chez un malade qui a 23 de tension, ça n'a aucun sens. Il faut un malade stabilisé. Et puis, il y a quelques petites erreurs potentielles. Les agrafes chirurgicales peuvent fausser. Les DVP, évidemment, faussent les mesures. Pas forcément d'ailleurs en profond. Vous savez que l'IRM, ça dérègle les DVP, ça les met tout en haute pression. Il faut vraiment faire attention à ça. Et parfois, on peut quand même récupérer les mesures profondes, même quand il y a une DVP. Après ça, il faut une interface. Alors, c'est ce qu'on a construit depuis des années à la Pitié. Pour le moment, on a mis au repos cette interface pour transformer ça en un outil industriel. Mais on a créé un système, si vous voulez, les IRM sont envoyés par Internet, sont anonymisés avant l'envoi, ils sont envoyés par Internet, par un système qu'on a appelé ComaWeb. Et dans les 12 heures suivant l'envoi de l'IRM, les IRM sont déployés automatiquement au niveau informatique, sont analysés automatiquement, et il y a une validation manuelle par un opérateur qui valide les résultats de l'IRM et qui renvoie les résultats à l'opérateur. Alors ça a fonctionné sur une quinzaine de centres en France pendant des années, et ça a été arrêté, car il faut marquer maintenant le produit CE. Maintenant, il faut passer à un stade plus industriel que ce qu'on a fait, et avoir des marquages CE, etc., pour en faire une mesure médicale. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'en faire une mesure médicale utilisée, pas de la recherche, pas des beaux papiers, pas des conférences, quelque chose qui serve pour le soin. Après ça, on a passé des heures et des heures à essayer de savoir comment rendre des résultats. Car comme c'est une nouvelle technique, une nouvelle mesure, qu'on n'est aidé absolument pas par les constructeurs qui ne veulent absolument pas entendre parler de cette mesure, il a fallu se trouver des solutions. Alors on a différents formats d'output. Ici, vous avez par exemple 20 régions d'intérêt
20 régions d'intérêt du JHU. Il y en a 48 dans le JHU des régions d'intérêt. On les a mises ensemble pour certaines, pour réduire, si vous voulez, le nombre de régions. Tout est normalisé sur la valeur de 1 chez les sujets contrôle, par sujet contrôle, mais également par région cérébrale, car la fraction d'anisotropie va dépendre du croisement des fibres dans le cerveau et varie. Donc sa valeur varie dans le cerveau en fonction de la densité et du croisement. Mais tout est normé sur 1 dans ces régions d'intérêt. Vous avez ici la fluctuation des sujets contrôle. Vous voyez que nous tous, dans cette salle, on a une FA qui est 3 écarts types font 7%. Donc c'est extrêmement normé comme valeur, la FA. C'est pas du tout... ça varie très très peu entre les sujets sains. C'est la structure anatomique profonde du cerveau, et on a tous la même structure anatomique profonde du cerveau. Ici, vous avez par exemple dans le groupe, je ne sais plus quel est ce groupe-là, c'est le groupe peut-être SAH ou je ne sais plus, c'est pas trauma crânien, je pense, peu importe. Vous avez ici les box plots des sujets qui ont un bon pronostic à 1 an, c'est-à-dire au-dessus de gravataire. Et ici, vous avez par exemple une représentation des valeurs du patient lui-même. Quand on est à moins de 60% de FA, c'est catastrophique. En dessous de 80-90%, ça commence à plus aller. Également, on a fait ces représentations graphiques, je vous montrerai des exemples tout à l'heure, pour essayer de montrer en 3D visuellement où sont les lésions. Donc, c'est des vidéos qu'on produit automatiquement sur les régions ici du JHU profonde et les régions de Free Surfer, là, pour essayer de montrer où sont les lésions selon des codes couleurs. Vous avez par exemple ici un arrêt cardiaque, 68 ans, pronostic, GOS 7 à 1 an. Très bon pronostic. Ici, vous avez le même, le malade d'à côté, 68 ans. On est ici à J8, ici à J9, et là, le GOS est à 1. Honnêtement, bon, ça va un peu vite, d'accord, mais il n'y a aucune différence sur ces deux flares. Ils ont le même âge, ils ont le même flair. On ne peut vraiment pas dire que, personne ne peut dire que ce malade-là, il a un mauvais pronostic par rapport à celui-là. Donc le flair, voyons, on peut oublier. Si maintenant on regarde en tenseur de diffusion, donc vous avez le malade de gauche. Donc je vous aurais dit, ici, on a les espaces du JHU, les espaces de Free Surfer. On fait un codage couleur, plus c'est bleu, plus c'est bas, plus c'est rouge, plus c'est haut. Vous voyez que ce malade, il a extrêmement peu de lésions suite à son arrêt cardiaque, bien qu'il était dans le coma à J8. D'ailleurs, même à J10, il faisait un état de mal épileptique permanent, subintrant, dès qu'on le décédatait. Il a des petites lésions antérieures frontales, il a vraiment des petites bricoles, et il s'en est bien sorti avec extrêmement peu de séquelles. Et Dieu merci, on n'a pas baissé les bras et limité ce patient en phase aiguë. Le malade d'à côté, vous voyez qu'il a le même flair. Vous allez voir ces lésions en tenseur pour essayer de vous convaincre qu'il y a un énorme saut quantitatif entre la morphologie et le tenseur. Vous voyez que lui, il est tout bleu, absolument partout. Alors la fosse postérieure est respectée, comme toujours, dans l'arrêt cardiaque. Il y a souvent d'ailleurs un gradient antéro-postérieur, que vous pouvez même voir ici. C'est plus bleu clair là qu'en occipital. Mais vous voyez que ce cerveau-là, il est détruit de façon définitive, c'est-à-dire que l'eau est complètement restreinte dedans. La FA, l'eau ne bouge plus du tout normalement par rapport au sujet sain, et ces lésions sont définitives. Donc, vous voyez, là, typiquement sur cet exemple, il n'y a pas de truanderie là-dedans, c'est des vrais patients, c'est des vrais J8, c'est des vrais états cliniques identiques, c'est des vrais flairs identiques, des vrais pronostics différents et des vrais tenseurs différents. Alors, pour finir, donc, il y a cette technique quantitative. Qu'est-ce qu'on en fait? On va essayer d'en faire deux choses. Une première qui me tient de plus en plus à cœur, c'est celle-là. C'est quantifier les lésions tertiaires. Et là, je m'adresse à la bonne population ici de rééducateurs. Quantifier les lésions tertiaires, pour moi, c'est une cible thérapeutique majeure en traumatologie. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on bosse. Et puis construire un outil pronostic chez le cérébro-lésé. Alors, la lésion tertiaire, c'est cette notion que finalement, il se passe beaucoup de choses une fois que le malade est sorti de réanimation. La lésion primaire, c'est l'accident, ok. La lésion secondaire, c'est tout ce qui va se passer en réanimation, l'hypertension intracrânienne, les axos, la température, les hypoglycémies, les infections, les sepsis, l'inflammation intracérébrale, tout ce qu'on veut. Mais en fait, une fois que le malade sort de réa, sa vie cérébrale n'est pas du tout terminée et malheureusement, il continue à se dégrader pendant des années, alors avec un plateau vers 2 ans, j'ai l'impression. C'est pas encore très bien connu tout ça. Mais juste qu'on introduit cette notion de lésion tertiaire. Pour vous montrer des exemples, vous avez ce gamin-là qui a 16 ans. Voilà la différence de corps calleux entre l'IRM à J33 et l'IRM au mois 53. Quand vous regardez son cerveau, comment il bouge entre les deux IRM. On recale l'IRM l'une sur l'autre, et là, c'est le film du cerveau à 53 mois moins le cerveau à 33 mois.
enfin avec le cerveau à 33 mois, pardon. Je vous remets cette coupe sur le corps calleux en sagittal. J'arrive à la faire démarrer. Bon, j'arrive pas, bon, c'est pas grave. Ah ben si, ça marche ou pas, le film? Non, je suis pas sûr. On va recommencer comme ça. Vous voyez un petit peu l'atrophie. Alors ça, c'est de l'atrophie. Donc il y a une réduction volumique, ça c'est absolument certain, malheureusement. Quand on regarde les volumes cérébraux, ça c'est 22 patients qu'on a étudiés à 5 ans, donc on avait de la chance d'avoir une IRM précoce chez ces malades. La fluctuation de leur volume cérébral, alors les malades sont en noir, les sujets contrôle, on a fait des sujets contrôle à 5 ans, évidemment ils ne bougent pas, hein, aucun de nous ne bouge sauf en vieillissant, mais ça bouge quand même très peu. En pratique, les patients graves, hein, là on parle de malades très graves, ils prennent à peu près en 5 ans l'équivalent de 30 ans de vie cérébrale en termes d'atrophie. Et vous voyez qu'il y a des régions qui souffrent beaucoup plus que d'autres, en particulier tout ce qui est axial. Le genou du corps calleux perd à peu près 20%, le corps, le splénium, les gyrus singulaires, les noyaux codés, etc. etc. Les thalamies et le diencéphale perdent beaucoup de volume aussi. Donc il y a une atrophie importante. Après, ce n'est pas de la phase aiguë du tout, hein, c'est dans les années qui suivent le traumatisme crânien et la 7 à 5 ans. Alors, on a pas mal étudié ça sur notre série de 22 patients. Ça, c'est en 3D, où sont les régions. Donc, plus c'est rouge et plus ça s'atrophie. Hein, c'est la moyenne des 22 malades. Et vous voyez que clairement, c'est le corps calleux et les thalamies et les pédoncules qui prennent de façon, le diencéphale, pardon, qui prennent de façon considérable en termes d'atrophie. Donc, il y a cette atrophie. L'autre chose fondamentale, et qui est vraiment très ennuyeuse, c'est que l'AMD augmente aussi. Quand vous faites un différentiel de MD 5 ans versus réanimation, tout ce qui va être colorié en bleu ici, alors ici il y a 2 groupes de patients, on en parle juste après, tout ce qui est colorié en bleu ici, c'est les augmentations de MD. Donc la diffusion moyenne augmente. Donc non seulement, si vous voulez, les thalamies s'atrophient, donc le volume se réduit, mais dans ce qui reste, la diffusion de l'eau augmente, c'est-à-dire que l'organe lui-même s'abîme. Et de façon très intéressante, dans cette étude, alors il n'y a pas beaucoup de patients, mais les gosses ici, vous voyez, 6 à 8, avaient moins d'évolutivité que les gosses 3 à 5. C'est-à-dire que l'évolutivité en MD sur 5 ans est plus élevée chez les malades qui ont un moins bon pronostic à 5 ans. Il y a une maladie évolutive, chronique, inflammatoire. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle existe. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la traiter. Enfin, on peut la traiter. En tous les cas, c'est une cible thérapeutique. On a quand même 5 ans, ce n'est pas de la phase aiguë, ce n'est pas de la réanimation tout de suite. C'est 5 ans pour traiter les patients, ou mettons au moins 2 ans, parce que 80% de l'effet se produit en 2 ans, pour essayer d'éviter l'atrophie, d'éviter l'augmentation de MD, c'est-à-dire probablement qu'il y a des mécanismes d'inflammation intracérébrale qui se chronicisent. Hein, il ne faut pas croire qu'on sort d'un trauma crânien comme ça. Il y a de l'inflammation qui s'est activée. Et ce n'est pas parce qu'on est sorti de réanimation qu'il n'y a plus d'inflammation. Ça continue pour son propre compte. Et c'est une cible thérapeutique fondamentale. Et vous voyez, cette diapo, elle est assez extraordinaire. Ça a été fait à Marseille, avec nos amis de Marseille avec qui je travaille. Où ici, c'est des coefficients de corrélation, en fait. Ce que vous voyez ici, c'est les R de corrélation entre l'atrophie et l'augmentation de l'AMD. C'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'atrophie ni l'AMD, c'est la corrélation entre les deux. Et vous voyez que c'est très, très corrélé sur les structures axiales. C'est-à-dire qu'il y a, plus il y a d'atrophie, plus il y a d'augmentation de MD, et c'est corrélé en axial. Donc ça, c'est des données qui sont superbes, qui montrent qu'il y a une maladie évolutive dans le trauma crânien. La deuxième chose qu'on va faire, c'est faire du pronostic sur l'éveil. Pourquoi on peut faire du pronostic finalement? Parce que toutes ces maladies, l'arrêt cardiaque, l'hémorragie méningée, le traumatisme crânien, l'hématome intracérébral, tout ça, ça conduit à des maladies de la matière blanche. Et comme dit Lionel Nakache, qui sera là tout à l'heure, peut-être, je ne sais pas, j'aime bien son expression, la conscience est une conversation. C'est une conversation entre les différentes zones du cortex cérébral. Et pour qu'une pensée se crée, il faut qu'il y ait une conversation entre les thalamies, les noyaux gris centraux et les cortex cérébraux, le cortex frontal, le cortex pariétal, etc., etc., etc. Si cette conversation ne peut plus se passer, ben la conscience ne peut pas réémerger. La présence à soi et à l'autre ne peut pas être là. Et finalement, ce qui fait cette substance blanche qui a été oubliée, on va dire, pendant peut-être des années, c'est finalement ce qui fait le lien entre toutes ces pathologies. C'est ce qui est mesurable en tension de diffusion, et c'est ça la beauté du truc. Et ça représente en plus un gros volume cérébral. Ce n'est pas des petites structures. Mesurer le cortex, c'est hyper difficile. C'est trop petit, il y a énormément de volume partiel. Mesurer la matière blanche, c'est profond, il n'y a pas de volume partiel, on n'est pas embêté par le LCR.
c'est facile à mesurer, ça fait 70% du volume cérébral. Donc ça relie tous ces marqueurs. Pourquoi ça marche, notre truc de pronostic? Pour cette raison-là. Les lésions de la matière blanche sont le dénominateur commun des pathologies cérébrales sévères. Ça, c'est démontré. Plus il y a de matière blanche abîmée, moins bon sera le pronostic, car c'est une conversation. Donc il faut qu'il y ait des câbles qui fassent communiquer les ordinateurs eux-mêmes qui sont dans le cortex. Il faut que tout ça, ça communique par la matière blanche. On peut quantifier la matière blanche en tenseur de diffusion, axiome de base, donc on peut mesurer le pronostic en tenseur de diffusion. Je ne sais pas si vous me suivez. Puisque la matière blanche fait le pronostic, qu'on peut la mesurer avec le tenseur, clairement, on peut évaluer, ou en tous les cas approximer, le pronostic à partir du tenseur de diffusion et à partir de ces deux marqueurs, la fraction d'isotropie et la diffusion moyenne. Je termine. Pour terminer, il faut une databank. Je passe là-dessus. Là, on a 500 patients qui ont été évalués en réanimation et on obtient ce genre de résultats. Donc finalement, tout se termine par cette graphique avec l'AFA en X, l'AMD en Y, sur l'ensemble de la matière blanche profonde. Et vous voyez que les contrôles, c'est toutes ces petites croix. Je vais agrandir le graphique. Tous les contrôles, c'est nous tous, on est là. On est collés sur un en X et un en Y. Tous les sujets qui sont à droite de la courbe bleue ont une probabilité de pronostic favorable. Vous voyez ici, c'est un mélange d'arrêt cardiaque, de trauma crânien, d'hémorragie méningée. Ont un pronostic favorable à plus de 95% de probabilité. Tous ceux qui sont à gauche de cette courbe-là ont un pronostic défavorable à plus de 99%. Et entre les deux, vous avez une zone grise avec un gradient. Et quand le malade est par là, le mieux, c'est de refaire une IRM pour savoir où est-ce qu'on va. Donc, il y a la possibilité, à partir de là, de faire du pronostic. Et c'est complètement logique, puisque c'est la matière blanche qui détermine le pronostic et qu'on peut la mesurer. Voilà, ça, c'est un papier qu'on a publié dans le Lancet Neurol sur arrêt cardiaque et tenseur de diffusion. Voilà, alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste beaucoup à faire. Il faut diffuser la technique. Alors PHRC, on est en train d'écrire un H2020, des collaborations internationales. Pour le moment, personne ne connaît ce truc, personne ne s'en sert, aucun constructeur ne veut le faire, donc on est vraiment dans le désert. Il faut acculturer les médecins, et ce n'est pas facile de changer la culture médicale. Il faut accroître les banques de données, il faut trouver un mode de financement pour rembourser tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Louis. Avant de passer la possibilité des questions à la salle, j'aimerais poser la question que personne n'ose poser. Il y a l'article de Lancet Neurology. Est-ce que vous avez un ou deux autres papiers dont vous pourriez nous recommander la lecture? Il y a le papier d'anesthésio de 2012. Oui. Là, on est en train de travailler sur le modèle trauma crânien qui, évidemment, est 10 fois plus compliqué que le modèle arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque, c'est relativement facile parce que tous les malades sont dans un gradient qui est le même. Il n'y a pas de problème 3D. Dans le trauma crânien, c'est beaucoup plus complexe. Il y a différentes formes de lésions, évidemment. C'est vraiment un syndrome. Donc, un papier de 2012, c'est... Il y a un papier de 2012, anesthésio, un sur l'arrêt cardiaque, un dans le trauma crânien. Dans quoi? Oui, anesthésiologie. Anesthésiologie, d'accord. Et puis Lancet Neurologie. Voilà. Merci. Ah non, on veut poser les questions maintenant. La parole est à... Karine. Merci beaucoup. Nous avons déjà eu du contact par rapport à votre méthodologie et nos questions cliniques. Je crois que c'est juste parce que la partie avant le dîner, on a parlé sur les parties cliniques, de la distinction entre les patients qui ont une dissociation cognitive moteur ou les patients qui ont des troubles de conscience. Et c'est vraiment votre modèle pour moi, qui peut permettre au niveau neuroimagerie de faire aussi la part des choses, parce que les patients qui cliniquement montrent des signes d'atteinte de la substance blanche, ça veut dire des signes pyramidaux. Quand ce n'est pas une atteinte du tronc cérébral, c'est ceux qui ont ces lésions de la substance blanche grave. Et les autres, c'est des patients où certaines connexions sont interrompues, mais pas d'une manière diffuse. Pour moi, c'est la solution la plus propre pour souligner ce qu'on a au niveau clinique et ce qu'on observe. Et je vous remercie beaucoup pour la présentation. Donc une unité de vue entre le CHU de Lausanne et la Salpêtrière. Ah bon. Moi j'ai une question sur les pistes pour apporter aussi peut-être un peu de fonctionnalité, parce qu'on voit que des patients quand même peuvent s'améliorer à long terme. On a présenté ce matin des pistes thérapeutiques qui permettent aussi parfois d'améliorer l'état de conscience avec toutes les limites qu'on a présentées. Comment on peut réconcilier cette vision de lésion tertiaire et d'aggravation sur les faisceaux de fibres morphologiques et la potentialité de récupérer une certaine fonctionnalité à long terme?
pas faire dire plus à la mesure que ce qu'on a mesuré, hein. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a de l'atrophie et que l'AMD augmente. Alors, on ne dit pas que les synapses bougent, ou sans doute que dans moins de faisceaux, il y a plus de synapses qui se créent, très probablement, dans la plasticité, dans la récupération, la rééducation. Donc moi, j'ai jamais dit qu'il y avait moins de synapses, hein. J'ai dit que l'AMD augmentait, c'est une mesure. Je ne dis rien d'ailleurs, je constate. C'est un pur constat, que le cerveau s'atrophie et que l'AMD augmente, plus le maladie grave, plus l'AMD augmente. Mais sûrement que là, au niveau fonctionnel, les choses sont très différentes. Non. Non, ce qu'on a vu là, c'est que quand même, plus les malades sont graves, plus ça s'aggrave. Ça, c'est quand même assez surprenant, cette figure-là. Si tu regardes à gauche, là, les malades qui ont des gaz élevés ont plus d'évolutivité, ça c'est la soustraction des 2 IRM sur les 22 patients, plus d'évolutivité que ces patients-là. Mais à la limite, ce n'est pas le côté fonctionnel qui m'intéresse, c'est le côté, on a un modèle pharmacologique. C'est-à-dire qu'il suffit de faire très très peu de patients en fait. Il suffirait de randomiser 50 patients pour voir si une drogue A ou B ou C. Et moi je pense à un recyclage de toutes les drogues Alzheimer, parce que c'est des topathies tout ça qui ne sont pas loin de l'Alzheimer dans les mécanismes physiologiques. Donc l'idée, ce serait de pouvoir recycler la pharmacologie de l'Alzheimer chez les traumas crâniens en prenant ça comme modèle. Parce que là, on a un T0. L'intérêt du trauma crânien comme modèle d'atrophie, c'est qu'il y a un T0. Parce que dans l'Alzheimer, il n'y en a pas. On ne sait pas quand est-ce que ça démarre. En plus, c'est hyper long. Là, en 2 ans, on a 80% de l'effet. Si on est un malade, maintenant c'est moi le malade, le traumatisé crânien, j'ai vraiment pas intérêt à ce que mes thalamus s'abîment au niveau anatomique. Ça ne veut pas dire que ma fonctionnalité ne va pas s'améliorer. 2 choses très différentes, je pense. Là, on ne touche pas la synapse, on ne touche pas le volume synaptique. On touche la câblerie. Voilà. C'est la câblerie dont je parle. Mais c'est mieux de garder des câbles en bon état que d'avoir une atrophie de 15% ou de 20% en 5 ans. Donc, ce n'est pas du tout incompatible. Je pense qu'il y a une synaptogenèse qui se refait dans certains endroits stimulés par la rééducation, mais néanmoins que au global, la quantité de câbles se réduit. Quantité de possibilité de transporter de l'information. Câble, c'est un peu idiot comme terme. C'est la possibilité de transporter de l'information d'un endroit à un autre. Bien, vous avez donc un souci constant de participer au pronostic. On n'est quand même pas tout à fait encore au pronostic ni individuel, ni au pronostic basé sur ce seul examen. Est-ce que vous avez essayé de mettre vos résultats dans une analyse multifactorielle? Ah oui, bien sûr. C'est tant et plus. Et alors l'IRM mange tout. C'est-à-dire que ça mange le Glasgow, ça mange l'état clinique. Oui. Et parce que, quelque part, quand le malade est grave, il est grave à l'IRM. Je veux dire, il ne peut pas être grave cliniquement et pas à l'IRM. Oui. Enfin, si, il peut. Il peut être grave cliniquement et rien à voir à l'IRM. Donc, à ce moment-là, l'IRM est de bon pronostic, le malade ira bien. Donc, l'IRM va l'emporter. On a fait dans toutes les multivariés, en fait, le Glasgow, l'âge, les délais, n'apporte quasiment rien dans les modèles. Oui, mais entre un examen avec une forte puissance spatiale, et puis, par exemple, l'électrophysiologie avec une bonne discrimination temporelle, ça doit peut-être... C'est des choses qui s'additionnent. De toute façon, ce sont des pronostics multimodaux, de toute façon. La question de faire du pronostic sur un seul examen, c'est forcément multimodal. Mais ça marche souvent dans l'autre sens, en fait. L'autre jour, on a quand même eu un malade qui a J20 d'un arrêt cardiaque. C'était un truc chirurgical très compliqué sur un sleeve avec une fistule broncho-digestive, avec un pneumothorax suffocant, un arrêt cardiaque. Le gars, à J20, il était dans le coma, enfin, où il était végétatif. Il avait une IRM quasiment normale. Il avait juste les 2 coronary potentiels somesthésiques et des potentiels qui sont quand même très puissants dans la région. C'est Bertrand qui les a fait, donc il faut lui demander. Ouais. Ah ben oui. Il n'avait pas de P300, mais c'était un moment où il était encore cliniquement très sévère. Oui, mais il y a une cinquantaine de publications qui disent que quand les réponses primaires somesthétiques sont abolies, le pronostic, on est à 99. Mais là, comme elles n'étaient pas abolies. Voilà, mais le problème, c'est quand c'est pas aboli. Ah ben oui, c'est une chance sur 2. C'est très exactement une chance sur 2. Ben voilà, c'est ça le problème. Mais comme c'est très souvent pas aboli, il y a la mismatch.